Merci. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Nilor pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous prenons acte de l'évolution positive du budget de la mission Outre-mer 2013 dans un contexte d'efforts budgétaires généralisés. Et je préfère le dire d'emblée, nous voterons ce budget. Cependant, nous ne saurions nous contenter de ce que vous qualifiez de premier budget du changement. Ce premier ne devra pas être le dernier. Le changement commence maintenant, mais il devra se poursuivre et s'amplifier dans les années à venir pour espérer parvenir à terme à une rupture salutaire. Si l'inclusion de la jeunesse outre-mer dans l'emploi est une priorité déclinée par le gouvernement, nous pouvons regretter le tassement de l'aide à l'insertion et la qualification, et plus largement des crédits essentiels de la mission de l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité. L'ADOM n'a pas encore réalisé pleinement sa mission et son potentiel est encore largement sous-utilisé. Compte tenu de la précarité de nos jeunes, de l'offre de formation restreinte chez nous et des demandes grandissantes de formation en mobilité. La situation est alarmante car nos stagiaires sont de moins en moins aidés par les collectivités. Et la diminution des crédits a pour effet de réduire leur rémunération, seule source de revenus, à 152 € par mois contre 305 € initialement. Une telle mesure condamne fatalement notre jeunesse. Au-delà des données quantitatives, nous devons considérer l'aspect humain et promouvoir une analyse qualitative qui, elle, induit que les jeunes en apprentissage soient au centre de nos actions. Nos étudiants font face à d'énormes problèmes pour la poursuite de leurs études en France. Coût des billets d'avion excessifs, discrimination au logement, demande de garanties abusives, etc., etc. Les difficultés financières peuvent les pousser à l'abandon des études en cours d'année et contraindre ceux qui n'ont pourtant aucun problème de niveau à un retour prématuré au pays. S'agissant de la continuité territoriale, la hausse annoncée des crédits ne doit pas masquer le fait qu'à ce jour, elle ne favorise que des liaisons radiales entre les collectivités d'outre-mer d'un côté et la France de l'autre côté, cultivant ainsi les schémas d'exclusive coloniale, ce qui explique qu'un billet Fort-de-France-Cayenne soit parfois plus cher qu'un billet Fort-de-France-Paris. Nous pouvons nous satisfaire de l'augmentation de la ligne budgétaire unique, socle du financement du logement social. Cependant, pour des opérations de construction de logements évolutifs sociaux et de réhabilitation de logements, le problème du financement de l'apport personnel demeure pour les personnes âgées et modestes qui ne peuvent avoir accès au crédit bancaire, faute de garanties suffisantes ou d'avaliseurs. Notre budget augmente, certes, mais encore faut-il une allocation pertinente des ressources. L'État se doit d'accompagner les initiatives innovantes des collectivités locales lorsqu'elles existent. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes capables de produire des concepts qui marchent, notamment en matière d'ingénierie sociale, pour traiter à leur source des maux de la société qui nous affectent. Par exemple, un projet pilote de resocialisation et de réussite éducative, baptisé École, Famille, Quartier, mené depuis quelques années dans 10 collèges de la Martinique, s'attaque aux problèmes de drogue, d'alcool, de violence précoce chez des enfants de 6e. Depuis plusieurs années, des taux de réussite de 90% sont régulièrement atteints. Mais pour leur faute de moyens, il ne peut être étendu à l'ensemble de la Martinique. Mais
ce dispositif ne pourrait-il pas s'étendre à l'ensemble des zones sensibles de France, frappées elles aussi par la délinquance juvénile? Nous serions dès lors en position d'être non pas des simples consommateurs, importateurs, mais des concepteurs, producteurs et exportateurs d'une ingénierie sociale innovante, féconde, ayant fait ses preuves sur le terrain et porteuse d'un espoir immense. Concernant l'aménagement du territoire et le développement durable, si vous envisagez de soutenir les programmes de recherche en gestion de la biodiversité visant à faire de nos pays des territoires d'excellence environnementale, si vous entendez favoriser le développement des filières de la pêche et de l'aquaculture, si vous vous préoccupez enfin de la question de la chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, il est difficile de comprendre la cécité et la surdité gouvernementale face aux effets néfastes et dévastateurs de l'épandage aérien chez nous. François Hollande lui-même ne s'était-il pas engagé pour, je cite, un développement des productions locales dans le respect de l'environnement? Le principe de précaution, avant de préserver les intérêts économiques, il doit par-dessus tout protéger la vie humaine. Dans le même ordre d'idées, il est facile de caricaturer la défiscalisation et d'analyser ces dispositifs exclusivement en termes d'avantages individuels. Mais au-delà de ces avantages individuels, la défiscalisation n'induit-elle pas des avantages collectifs en termes d'emploi, de soutien au BTP, de logements sociaux? Si oui, nous ne pouvons pas être en faveur d'un démantèlement pur et simple de cette défiscalisation, sans réflexion, sans diagnostic et sans mesures compensatoires pour nos économies. Enfin, au-delà du budget, le développement économique, social, sociétal est intimement lié à l'évolution des institutions. Je ne peux pas ne pas me rappeler cet engagement de François Hollande, alors en campagne pour les présidentielles. Je cite, « J'accompagnerai loyalement la création de la collectivité unique ». Si pour le président, cette loyauté s'écrit avec un L majuscule, elle exige alors le respect des termes de la loi pour que la mise en place de la collectivité unique en Martinique soit effective en 2014. Je vous remercie. Merci.